Ilia Topuria, Max Holloway, j'ai que ça en tête depuis ce matin. Faudra qu'on en discute, faudra qu'on en discute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, la chaîne où on analyse l'art de la bagarre et où nous étudions la science de la violence. Et pour la peine, on en a eu pas mal là cette nuit sur l'UFC 298. Donc on va en discuter avec Brian. Brian, par où est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux qu'on commence justement par Ilia Topuria? Ouais, allons-y, hein, franchement, moi je veux bien commencer par tout, par plein de choses. J'ai kiffé quoi. Donc oui, Topuria, pourquoi pas, clairement. Ok, commençons par Topuria contre Volkanovski. Alors moi, la première chose que j'ai envie d'aborder par rapport à ce combat, c'est il y a beaucoup de gens qui l'avaient dit déjà avant le combat, nous compris, et qui l'ont surtout dit maintenant après le combat. C'était un peu tôt pour Volkanovski de prendre le combat après avoir pris ce KO contre Makhachev. Moi, j'ai vraiment envie de nuancer et commencer par là. Même si il y avait eu 6 mois, 8 mois, 1 an entre les deux, Topuria aurait gagné. Oui, écoute, je suis entièrement d'accord. Je comprends hein, qu'on soit triste hein, pour la défaite de Alexander Volkanovski, mais c'est vrai que j'entends beaucoup parler de petites choses, tu vois, sur est-ce qu'il aurait fait ci, est-ce que ça, et si, et si, et si. Je crois pas. Je crois que non, Topuria a montré qu'il était bien meilleur. Et d'ailleurs, Alexander Volkanovski l'a dit en conférence de presse. Ça aurait été plus tard. Vous prenez cette patate-là, vous dormez quoi. Peu importe. Ouais, moi, je pense que cette Il patate-là, s'arrête là. tu dors. Peut-être qu'il aurait un tout petit peu mieux encaissé, mais il y aurait eu un follow-up derrière Ouais. de Topuria. Il aurait finalisé quand même parce qu'il était. Mm. Volkanovski était juste en très mauvaise position dans cette séquence. Il était incapable de contrer. Il n'arrivait pas à avoir une défense cohérente et la frappe suivante aurait touché. La frappe encore après aurait touché selon moi et Topuria aurait quand même déroulé. Et donc ici, enfin, vraiment, j'ai envie de crédibiliser la victoire de Topuria parce que lui est venu avec la bonne approche dans ce combat. Je vais reprendre ce que toi t'avais dit dans notre analyse, notre longue analyse. Mhm. Pour toi, la clé pour l'un comme pour l'autre, c'était celui qui allait mettre la pression, qui allait vraiment prendre Ouais. un avantage. Et là, clairement, Topuria est venu pour mettre la pression. Je vais pas critiquer l'approche de Volkanovski. Je pense qu'il avait une approche de garder ça au maximum au kicking range, ce qui était très intéressant de sa part. Mhm. Mais il était un peu trop sur le pied arrière et ça a vraiment permis. En fait, tu le sais, sur 25 minutes, si tu es constamment sur le pied arrière, à un moment, ton adversaire va réussir à casser ses Mhm. distances, à rentrer dans son range et à trouver ses ouvertures quand il s'appelle Ilia Topuria. Donc tout le crédit va à Topuria. Volkanovski, c'était pas bête comme approche, mais je rejoins complètement ce que tu as dit avant le combat, parce que ça s'est prouvé pendant le combat. Mhm. Celui qui allait mettre la pression allait l'emporter, et ça a été Topuria. Oui, ah bah là, certainement. Je pense que ce qu'il a manqué à Volkanovski, comme tu dis, hein, c'est d'avoir été un petit peu trop en arrière. L'approche était intéressante, l'utilisation des calfs, l'utilisation des kicks, Oui, de son attends, jab. Topuria envoie des low kicks. Ah bah Il ça on le l'avait pas encore fait savait. à l'UFC. Il avait déjà Ah, fait à l'UFC. Je crois qu'il ah y avait bah une des stat calf qui kicks, bien traînait. sûr. Je- Non, non, c'est une vieille stat. Non, non. Ok, Non, c'est les une vieille calf stat, kicks, d'accord. au contraire, non, les calf kicks, ils les utilisent très bien, tu vois. Ouais. Et ça, c'est drôle parce que vendredi, on me demandait, il y a un jeune qui me demandait par quoi commencer, en plus du MMA, s'il devait faire de la boxe anglaise ou de la boxe thaï. Et moi, j'ai dit, boxe anglaise, et tu rajoutes les calf kicks, tu vois. Et c'est vrai qu'en Euh, tête, j'avais pas. Mais Topuria, pour moi, c'est vraiment. Il a rajouté de la boxe anglaise et il a des calf kicks qui sont assez dévastateurs, hein. ouais. Mais c'est marrant parce que son coach, Clement, Rory Clement, j'avais coaché avec lui Donovan à son dernier combat. Mhm. Il m'avait dit que ce qui leur manquait, c'était vraiment les kicks, qu'il les travaillait quasi jamais avec Ilia Topuria et qu'ils allaient commencer à le faire. Et je Là, pense que ça, c'était avant Josh Emmett. C'était avant son combat contre Josh Emmett où il disait qu'il allait commencer à intégrer les low kicks il est. dans son travail avec Ilia Non, Topuria. il les avait déjà, hein. Oui, il les avait La déjà, mais il les stat. travaillait pas à l'entraînement. Genre Non, ses cours, les cours qu'il donnait, c'était quasi ah que de oui, l'anglaise ouais, ouais. à son club et par conséquent à Ilia Topuria. Mais la stat dont tu parles, c'est il n'a jamais envoyé de kick au-dessus de la ceinture, middle ou high kick. C'était ça. Rien à Ah, voir avec les low kicks, tu vois. ok, ok. Mhm. Autant Donc pour non, moi. non, on le voit beaucoup hein, chez les combattants de MMA qui adoptent la boxe anglaise. Ils rajoutent les calf kicks, tu vois. Ouais. Et c'est Ouais. une très bonne idée. Moi, je trouve ça une très bonne idée. C'est une très bonne idée, d'autant plus, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Il y a quelqu'un de connu qui avait dit qu'un bon calf, je me demande si c'est pas Justin Gaethje, un bon calf kick s'envoie au boxing range et pas au kicking range. Ouais, tout à fait. Et donc, par conséquent, quand tu as une Tout bonne à fait. boxe anglaise, Mm. c'est clair que
intégrer le calf kick plutôt que le low kick à ton arsenal est très intéressant parce que tu es sur la même distance, tu es sur la distance que tu souhaites avoir et ça te rajoute quelque chose. En plus, ce qui est bien, c'est que ça te rajoute l'arme qui va toucher une cible que tu ne touches jamais en boxe anglaise. À part si t'es Nate Diaz et que tu commences ou Anderson Silva et que tu commences à envoyer des jabs à la cuisse de ton adversaire pour le fun. Mais non, attends, c'est Ben Anderson qui avait fait ça. Nate Diaz, ouais, autant pour moi. Bon, pour bref, en revenir, pour en vas-y. revenir à Volkanovski, là, tu parlais du pied arrière. Moi, je trouve qu'il a beaucoup utilisé le jab, que je trouvais un peu étrange d'ailleurs qu'il ait utilisé son jab. Et je pense qu'il cherchait à ce que, comment il s'appelle, Topuria fasse des esquives. Et d'ailleurs, à un moment, il envoie un jab, il esquive, et après, il feinte le jab pour mettre le high kick du côté de la Ouais, tête, tu vois. ouais. Donc, l'approche était intéressante, mais ça fait pas un combat, tu vois. Non, On en a non. déjà parlé des techniques, de venir à un combat juste avec des techniques, avec des Yann Gary. combinaisons qui pourraient passer, ça fait pas un combat, quoi. On va en parler Et puisque Yann ouais. Gary c'était un peu la même chose. C'est vrai que la technique était intéressante parce que face à quelqu'un qui bouge beaucoup la tête, bah, les middle kicks ça fonctionne bien. On pense Mhm. évidemment au combat référence Jorge Masvidal contre Ross Pearson pour remonter loin en arrière, mais ça c'est typiquement une bonne stratégie pour que l'autre arrête de bouger sa tête et que tu puisses commencer à attaquer avec Mhm. tes jabs et tes directs. Euh, et ouais, le jab de Volkanovski, c'était intéressant qu'il cherche à l'utiliser, mais on sentait que c'était risqué parce qu'il y a eu quelques cross-counters qui sont pas passés très loin et qui ont fait Ouais. très très peur. Alors moi j'étais assez étonné vis-à-vis de Volkanovski, c'est que j'ai trouvé que dans ses déplacements, bah, c'était pas comme d'habitude, tu vois, il était pas là, pas de changement de Mhm. garde, et il l'a payé au deuxième, hein. Il l'a Ouais. payé au deuxième sur ses erreurs de placement. J'étais assez étonné, j'étais vraiment étonné. Surtout que j'avais vu une vidéo avant où on parlait de un mec analysait un petit peu son footwork, la manière dont il se déplaçait et tout. Et, euh, et là, j'ai trouvé que c'était. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, là-dessus. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'était juste qu'il subissait un peu trop la pression de Ilia Topuria. Et en général, comme tu dis, Alex Volkanovski, il va changer de garde. On l'avait décrit comme une pile électrique hein, qui va Hmm. feinter, changer de garde, changer la dynamique. Mais en général, il est capable de le faire parce que c'est soit lui sur le pied avant, soit on est un peu au centre et il n'y en a pas un qui met la pression sur l'autre. Il faudrait qu'on revoie les moments où il s'est fait mettre sous pression s'il arrivait à switcher. Parce que tu prenais comme Hmm. exemple le combat contre Chad Mendez. Ouais, Tu vois, tu ouais, ouais. avais dit j'ai dû remonter pour revoir quelqu'un qui essayait de le mettre sous pression. Il avait bien géré la pression, mais j'ai pas l'impression qu'à ce moment-là, Volkanovski utilisait beaucoup de switch. Je pense Ah qu'il a non, fait beaucoup son mais combat en droitier. je crois que non, sur Chad Mendes, c'est lui qui mettait la pression. Ah, Moi, j'avais cherché un combat ouais. avec un petit, entre guillemets, tu vois, Explosif, qui explosif, cogneur, généralement avance. Ouais. et qui, enfin voilà, Chad Mendes, les droites de l'enfer qu'il a mis. Ouais. Si vous ne connaissez pas Chad Mendes, allez regarder ses highlights. Et pour moi, il l'avait réellement emporté, et c'est pour ça que je pensais que c'était la clé du combat. Mhm. Pour moi, il fallait qu'il vienne de cette manière-là, en mettant de la pression et en poussant Topuria sur le pied arrière, tu vois, Ouais, quitte à shooter après. je me demande s'il n'avait pas aussi une deuxième technique en tête, c'était de, comment on dit ça en français, draw, attirer ou piéger, Aspirer, ouais. ouais, aspirer Topuria, parce que un des défauts de Topuria, c'est qu'il se laisse emporter souvent avec son direct. Il va envoyer son direct, passer en gaucher. Alors Hmm. souvent c'est pour casser la distance, mais de temps en temps il y a vraiment une ouverture sur un check hook. Et je me demande s'il cherchait pas justement à utiliser ce jab pour essayer d'avoir le cross counter surengagé et venir passer un check hook derrière. Je pense que c'était une de ses analyses, Hmm. mais cette fois-ci, Topuria, je pense qu'il a surengagé qu'une seule fois et c'était vraiment avec un retour de main intéressant. Donc, Ouais. enfin, il continue à se perfectionner, hein, le géorgien espagnol. Ah oui, bah on l'a vu sur tous les combats, hein. Si on se rappelle sur notre analyse qu'on avait fait pour Josh Emmett, on avait cette grosse inquiétude sur sa capacité à faire synchrone. Mhm. Et sur cette inquiétude aussi à vouloir gagner de manière un petit peu avec la manière, tu vois, avec un finish. Et le lendemain, moi, j'avais été très satisfait de sa prestation parce que, un, il était capable de le faire, et deux, même si frustré en tant que spectateur, il avait assuré son dernier round sur le plan stratégique. On avait vraiment quelqu'un qui était là pour la victoire, tu vois. Je mets au Mhm. sol, j'assure ma victoire avant de vouloir faire le spectacle. Ouais. Et donc, il y avait encore des choses. Là, tu en parles, il ne surengage pas. Non. Il a été patient. Ouais.
Parce que des fois, c'est des stats qui sortent. Oh, ce combattant, il a jamais perdu un seul round ou des trucs comme ça. Mais sur un combat comme ça, on s'en fiche en fait. Ouais. De dire, ah, il a Surtout quand sur même 5 gagné. rounds. Ouais. Bah ouais. Ah, il a quand même gagné le premier round. Ça sert à quoi? Il a gagné le premier round ou on lui a laissé le premier round, tu vois? Ouais. On lui a laissé le temps pour Topuria de prendre sa distance, de comprendre comment il se déplaçait, d'analyser et puis de terminer au deuxième. C'est ça aussi, hein. Ouais, ouais. Donc non, non, moi je trouve que la prestation a été superbe. Mhm. Je m'attendais clairement, on en avait parlé, je m'attendais. euh, pour moi, c'était un combat qui était très très difficile à pronostiquer, Ouais. mais je m'attendais soit tout l'un, soit tout l'autre, quoi. Soit on allait dire, ouais, d'office, c'était ce qui devait se passer, ou enfin voilà. Ouais, Je crois que ou bien on aurait pu ou avoir un l'inverse, tu vois. Volkanovski qui gère la distance à Hmm. merveille au kicking range, qui met un peu plus la pression et qui l'emporte comme ça, peut-être même avec un finish sur un Topuria qui perd patience et qui surengage à un moment. Là, la réalité, c'est que Topuria a eu une très bonne pression, un Ouais. très bon cadrage. Comme tu l'as dit, il a été patient, ce qui signifie qu'il était confiant de pouvoir finaliser. Et dès Hmm. qu'il a eu son ouverture, Ah ouais. il a accéléré sur un moment opportun de dingue. Ah Vraiment, ouais. Ouais. il a l'œil pour savoir quand accélérer. Au moment où il Hmm. accélère, il sait que Volkanovski n'a pas du tout les pieds positionnés pour contrer. C'est sublime. Franchement, Ouais, c'est comme sublime. ouais, il a l'œil et ça, ouais, ouais, c'est vraiment ça. Il a l'œil Et, pour finir, hein. et bon, bah, c'est le champion featherweight, donc automatiquement, bah, on sait que c'est un énorme profil. Quand tu es champion dans cette catégorie-là, Mhm. c'est que tu es ultra fort. Mais quand tu penses que le mec, en plus de ça, il vient de la Gréco et que son sol est extraordinaire, ça fait peur comme profil. Tu te dis, il est complet. Et comme on dit, hein, tu le dis souvent, quand tu es bon partout, en général, tu deviens moyen partout. Mais lui, il a réussi vraiment à être excellent partout. Oui, oui, oui. Ah non, il a été ceinture noire à quel âge? 18 ans? Très tôt, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, un truc comme ça. Mais ah non, c'est flippant. Et d'ailleurs sur ce sujet-là, moi j'avais noté un petit peu dans mes notes quelque chose, tu sais, sur la question du. Il y a souvent cette question du prime, du ci, du ça, et le prime on regarde en fonction de l'âge, en fonction de si à partir de quand commençait le MMA, tu vois. Et je pense que lui, ce qui est, il est vraiment au niveau du timing, c'est du timing parfait, tu vois. Mhm. Il va faire de la lutte ou je pense qu'il a fait de la lutte quand il était jeune, Ouais, jusqu'à 15 ans, un truc comme ça, mais sans faire peut-être de la compétition, sans être poussé. Mais là, les bases, tu vois, c'est ça. il est athlétiquement, il est déjà bien, à l'aise et tout. 15 ans, c'est jiu-jitsu brésilien, il devient ceinture noire. Donc on a déjà quelqu'un qui a, dès l'âge de 15 ans, qui a travaillé dur, parce qu'en 3 ans, faut se rendre compte, c'est rare, quoi, tu vois. Première ceinture noire de Georgienne, je crois, hein. C'est pas un truc comme ça. Ah, c'est possible. C'est possible, J'ai hein. pas la stat, mais 18 c'est fort ans, possible. il faut pour arriver, entre guillemets, au sommet de son art, environ en moyenne 10 ans. C'est le temps estimé pour être ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, mais je pense qu'il faut en moyenne 10 ans. 8 ans Ouais, pour les meilleurs, tu vois. Et il arrive au sommet, entre guillemets, de son art, au début du sommet de son art, quasi au top de son âge, tu vois. Donc ouais, physiologiquement, il est à son prime. Techniquement, il est à son prime, et du fait qu'il a été relativement préservé de la compétition et de la rigueur, peut-être dans son enfance, il arrive aussi à son prime de motivation, tu vois. ouais. Et là, moi personnellement, ça va être un débat sûrement, mais moi je pense qu'il n'est pas là pour un ou deux combats, tu vois. Je pense Non, qu'il va être champion pendant quelques temps. Et ouais, notamment parce qu'il a tout qu'à aligner, tu vois. ouais, eh ben, parlons-en, c'est la super bonne transition. Hmm. Quelle est la suite immédiate pour lui? Quel est le prochain adversaire? Et effectivement, on peut spéculer sur le run potentiel pour lui. C'est clair que c'est là où je voulais t'amener, tu vois, en disant, ben, en fait, il est complet et excellent partout. On a l'impression qu'il va aussi un peu intellectualiser le sport en disant, ok, ben, face à lui, je dois rester debout, face à lui, je dois lutter. Hmm. Il a vraiment toutes les armes Ouais. pour lui. En plus, les skills invisibles, il les a, les compétences invisibles, il les a, la pression, la gestion du combat, la gestion de son énergie, il Hmm. semble avoir tout ça. Et il a encore la jeunesse, donc il a encore du temps Ah ouais, d'évoluer ouais, ouais. physiquement, techniquement, etc., etc. Donc, de manière imminente, je pense que le débat, c'est soit un rematch contre Volkanovski, mais moi je veux pas. Moi non plus. Et c'est pas sportivement que je veux pas, c'est juste que voilà, t'as 2 KO sur 4 mois. Volkanovski, il doit attendre. Il doit vraiment prendre son temps Oui. pour revenir. Et moi, j'ai envie d'avoir un Ilia Topuria actif, comme tu l'as dit. Il est à son prime maintenant, il doit en profiter. Max Holloway, selon sa performance contre Justin Gaethje,
Evloev ou le vainqueur du week-end prochain, la revanche entre Ortega contre Yair Rodriguez. Il y a des arguments pour tous. Il y a des arguments pour tous. Quel serait ton choix préféré de ton côté? Préféré, hein, moi personnellement, ce serait Evloev. Mon choix Mhm. préféré. J'ai donné mes arguments, hein, mais deux invaincus. Ouais, c'est le euh, premier force de la- argument. force de l'âge. Ouais, Euh, je pense que c'est le moment. Je pense que on a, tu vois, tu parlais d'être bon partout. On a un Topuria qui s'entraîne beaucoup en boxe. Euh, Est-ce qu'il est toujours, il a ses capacités au sol, etc. Mais peut-être qu'elles ont diminué. Alors que de l'autre côté, on a un Evloev qui travaille énormément sa lutte, son sol, et je trouve qu'il est encore en train de progresser dessus, tu vois. et sa boxe a amélioré. Moi, je trouve que la Sa boxe de boxe Evloev est pas améliorée. dégueulasse du tout, hein. Je vois Topuria quand même bien favori dessus, mais ça, c'est vraiment un combat qui m'intéresse. Ouais, C'est un combat qui m'intéresse parce qu'on n'aura pas tous ces euh, trucs. Ah ouais, mais il est vieux. Ah ouais, mais si. Ah ouais, tu vois. Avec Max Hmm. Holloway, on va dire ah ouais, mais c'est normal son menton, tu vois. Ouais, Et là, enfin, moi, j'enlève tous ces trucs-là. Pour moi, il a gagné hier soir parce qu'il était meilleur combattant. Point, tout ça à arrête là. fait. Mais avec Evloev, j'ai envie de voir ce combat-là parce que je pense qu'il est encore meilleur combattant qu'Evloev et il n'y aura pas d'excuse. Il va gagner, point. Ça s'arrête là, tu vois. Ouais, ouais, moi Max aussi, Holloway, j'ai un peu peur du. ouais, qu'on cherche à décrédibiliser en disant ah voilà, Max Holloway sort d'une guerre contre Justin Hmm. Gaethje, il refait un cut derrière, blablabla. Je comprends. Après moi c'est juste que justement par rapport à, ben, c'est pas par rapport à l'âge de Max Holloway parce qu'il est encore jeune, Non, mais c'est par rapport au au kilo. kilométrage de Max Ouais, bien Holloway. sûr. Voilà, c'est ça. Hmm, Et hmm, mais par contre c'est un combat que j'ai envie de voir. C'est vraiment deux profils que j'ai envie hmm. de voir Oui. s'affronter dans la cage et autant Evloev, bah, je le vois rester et avoir son title shot contre Ilia Topuria à un moment donné. Autant Max Holloway, j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais, que lui aussi va commencer à prendre le train des vétérans qui vont tout doucement Hmm, descendre hmm, dans leur carrière et se faire rattraper par la jeunesse. Là, Holloway, il a encore prouvé sur ses deux dernières victoires que bah, il était encore au-dessus des hmm. nouveaux profils, notamment sur sa belle victoire contre Arnold Allen. Ceci étant dit, ouais, je pense que il lui reste plus grand chose dans le top et j'aimerais qu'il ait une dernière chance. Et ce combat Topuria contre Holloway sur papier, c'est incroyable. Je laisserai Topuria favori, mais Ah, c'est intéressant purée! quand même. C'est C'est vrai que j'ai intéressant pas quand même. pensé. Ouais, Ouais, ah bah. tu mets, parce que tu vois Topuria contre Evloev, je donne en 60-40 Topuria. Comme Oui, ça, on est d'accord. sans analyser, voilà, Pour, 60-40, ça me ouais. semble être juste et manquer de respect à personne. Max Holloway contre Topuria, ouais, je mets un 55-45 Topuria. Hmm. Je pense que Topuria pourrait utiliser, enfin tu vois, il y a allez, l'aspect lutte grappling sur lequel je pense qu'il pourrait ennuyer Holloway, mais Holloway ne fatigue jamais. Holloway est capable de tenir un rythme contre Topuria. Il a un menton incroyable. Ouais, et c'est deux styles de boxe anglaise différents. Tu vois, c'est deux très bons boxeurs dans la cage qui travaillent plutôt sur deux distances différentes. Ce combat m'intéresse à mort. Ce combat m'intéresse à mort. J'espère que Holloway sort de son combat contre Gaethje sans dégâts pour qu'on puisse l'avoir, parce que je pense que d'un point de vue marketing, Oui. autant Evloev Topuria, c'est invaincu contre invaincu savant, autant Topuria contre Max Holloway, si tu veux remplir un stade en Espagne. Et c'est ça le. Oh, là, J'ai écrit, attends, j'ai je pense écrit le que truc. ouais, C'est les plans de l'UFC. Hein. C'est les oui. plans de l'UFC d'aller en Espagne pour Topuria. Si Topuria était champion, ils ont déjà prévu d'aller en Espagne. En tout cas, c'est Hmm. selon le coach de Topuria, c'est une garantie. Et donc, je m'attends à un main event avec Topuria en Espagne pour l'UFC 305, 306, 307, quelque chose comme ça. Hmm. Écoute, les deux sont super intéressants, hein, clairement. Mhm. Euh, Max Holloway, on va voir comment il combat. C'est vrai que ça va être un combat difficile. C'est vrai qu'on a été contre Allen, on se disait ah, ça va être compliqué et tout, et il nous a montré que non, fallait pas l'enterrer trop vite, tu vois. Mhm. Mais là même pour Volkanovski, hein, quand il a affronté Yair, on s'est dit ah, ça va être compliqué, Yair avec ses jambes, il l'a fait passer Non, moi, pour un autre. je pense que Topuria, par exemple, contre Yair, c'est tranquille pour lui. Oh oui, oui. Ah, là, oh oui. Ouais, je pense. Comme Je il veut, en pense. fait. Pression anglaise ou au Je sol, pense parce soumission. Je que. pense que, ouais. Sans vouloir Ouais, ouais. manquer de respect à Yair, hein. Yair, c'est un excellent combattant, mais d'un point de vue Non. style,
ça va vraiment à Par l'avantage contre, ouais, par de contre, Topuria. Yair, c'est un vrai kicker, tu vois, c'est pas, Ouais, oui, oui, c'est clair. c'est, Mais il se fait mettre plus facilement sous pression que Volkanovski oui, aussi. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et plus facilement au sol. Et Mm, je pense mm, mm. que si, tu vois, si Ilia Non, oui, Topuria a ouais. du mal à casser cette allez, à rentrer au boxing range et trouver ses ouvertures avec ses Mm. combinaisons, il va la gripper, body lock et travailler à partir de là. Je pense qu'on a fait un bon tour sur ça. Juste le petit Je truc, pense, c'est hein. en voyant très loin, c'est clair que si on voit un Ilia Topuria dominant et un Islam Makhachev qui continue à dominer sa division, il y a une grosse différence de taille, mais ça pourrait être vachement spectaculaire comme combat. Bref, Mais tu sais qu'il en a jamais parlé, par contre, de Islam Makhachev, t'as remarqué? ouais, mais c'est peut-être encore tôt, tu vois. Peut-être que Ilia, il veut vraiment nettoyer sa catégorie Ah et ouais, ça, je suis entièrement d'accord, mais il a fait un call-out à Conor McGregor, tu vois. Moi, ouais, personnellement, j'étais un peu étonné qu'il soit pas déjà en train de regarder pour être double champ, tu vois. ouais. C'est vrai qu'il a pas mal nettoyé sur son ascension, mais comme là, on vient de dire, il y a trois, voire quatre noms Ouais, qui font ouais. sens. Cette Bah, c'est ce division, elle qu'il bouge a. beaucoup, donc ça Mm. pourrait encore monter. Enfin, il y a un nouveau nom qui pourrait sortir le temps qui nettoie. S'il nettoie, hein, il faut toujours mettre des Bah, c'est ce qu'il conditionnels, a mais dit en ouais. tout cas, hein. Que Mhm. pour l'instant, il était OK pour une revanche contre Volka, mais que pour lui, il devait nettoyer d'abord la KT et qu'il y avait plusieurs combats qui l'intéressaient. J'aime bien, j'aime bien. Moi, personnellement, ouais. Ouais, j'aime bien qu'il Mm. veuille pas, qu'il cherche à ne pas bloquer sa division Ah non, et encore une fois, il est encore jeune. Son prime, il va durer assez longtemps. ouais. Il pourra faire sa montée un peu plus tard et j'apprécie j'apprécie Mm. vraiment sa mentalité là-dessus. Ok, Mm. comme main event. Robert Whittaker contre Paolo Costa. Grosse frayeur pour les fans de Whittaker à la fin du premier round alors qu'il était plus ou moins en contrôle. Enfin, il prenait ce round de manière assez claire. Ouais. Ça restait compétitif, mais c'était clairement à son avantage. Magnifique hein, de la part de Paulo Costa, ce spinning wheel kick, je ne voyais pas venir du tout. Euh, Moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé parce que je trouve qu'on a eu un Robert Whittaker des grands rendez-vous contre un Ouais. Le Paulo Costa euh, Très normal. Enfin, tu vois, compétitif. voilà, Ah très non. compétitif avec une approche stratégique intéressante du côté de Paulo Costa. Je pense que ce qui lui manquait, c'était vraiment mettre la pression. Ça, c'est vraiment ce qui lui manquait, c'était d'être plus actif sur je te fais reculer, je te fais reculer, je te fais reculer. Mais les low kicks étaient là, c'est intéressant. Il a battu son record de low kick dans la cage et c'était assez tôt dans le combat d'ailleurs. Donc on Mhm. voyait qu'il était venu avec cette intention qui est très bonne face à Robert Whittaker. Et Whittaker qui a amélioré son jeu, je trouve. Il surengage beaucoup moins, il a des meilleurs appuis, il a bien capitalisé sur ses feintes, notamment la feinte de son jab. Bon Mm. mouvement de tête, bon positionnement de tête. Ouais, moi j'ai trouvé ce combat très agréable. Ah, moi j'ai beaucoup aimé, ouais. Franchement, vraiment bien. Là, cette fin de premier round, là, elle était. J'ai crié dans. Mon garçon, il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Attends, attends, je te remonte, regarde ce qui se passe. Et il a kiffé aussi le coup de pierre tourné. Il est parti s'entraîner dans sa chambre juste après. Excellent. Lequel, Elijah ou So? Ouais, Elisha, ouais. Et Elijah. non, j'ai vraiment bien aimé les adaptations. Enfin voilà, Whittaker, les adaptations qu'il fait dans le deuxième round, il revient suite à ça. C'était impressionnant, hein, digne d'un champion. Mhm. Euh, je pense que Costa nous a montré aussi que techniquement, il, il était limité sur la durée, tu vois. Ouais. Donc sur le troisième round, il était toujours en train de chercher son check hook. À un moment donné, mon ami, tu vois, et puis il se dit, tiens, je vais relancer un coup de pierre tourné. Non, Là, c'était il était un peu pas. perdu. Je Il mettrais avait le plus de crédit quand même solution, tu chez. vois. Ouais, c'est ça. Il avait plus de solution. Je pense qu'il a tout ce qu'il avait eu en tête, il l'a tenté. Et forcément, après 10 minutes, il y en a que une qui a failli vraiment passer, son spinning wheel kick. Bah, quand il Mm. était à court d'idées, un peu comme on avait dit, un Jack Hermanson, tu vois, qui vient avec son game plan A. Si ça passe pas, il est perdu dans le combat. Ouais, Bah, Jack Hermanson, contre Pfeiffer, il a su rester et gagner. Et ici, bah, à Paulo son point. Costa, bah voilà, il lui manque. Bah, après, Whittaker était juste meilleur techniquement Oui, clairement, clairement. que Costa. Et donc ouais, Costa, il lui manquait peut-être Mais je pense quand une même idée que, derrière la ouais, tête supplémentaire, quoi. Mais... je pense qu'il manque un tout petit peu de variété technique. Enfin, c'est pas pour lui mettre du discrédit, mais si tu regardes un petit peu dans sa manière de combattre, je trouve que il reste sur des combinaisons très classiques, tu vois. Ah, Ouais. il va très peu, par exemple, accrocher pour boxer ou chercher Mm. à couper les angles ou
Son Ouais, jeu c'est de vrai qu'il y feinte. avait aucune recherche de clinch, par exemple, contre un Ouais, Whittaker qui le bouffait grâce au footwork. ouais, ouais. Il m'a surpris quand même avec les high kicks, hein, Paulo Costa. Je m'attendais pas à ce qu'il les balance aussi, avec autant de Ah oui. souplesse. Ah, mais sur les kicks, il est bon, quoi. Ouais, 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 clair. Et Whittaker, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que j'étais un peu surpris. Il a pas utilisé ses kicks, lui, par contre, hein. Très très peu, Euh, hein. Premier round quand même. Si, premier round quand même. Et puis ça s'est un peu oublié parce que je crois Ouais, qu'il a fait plus confiance à son anglaise, tout simplement. ouais, ouais, ouais. Mais Et ça lui sur son, suffisait, ouais. ça lui suffisait. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que Costa, je trouvais qu'il faisait peu d'adaptation. Mhm. Donc on avait quand même le jab, la fin de jab avec le crochet avant là. Magnifique. C'était, C'est ce qu'aurait dû faire Pfeiffer contre Hermanson. On en avait parlé. c'était magnifique, tu vois. Mais attends, il l'a fait combien de fois dans le combat? Ouais. Et avec La un. seule variation qu'il a faite, c'était corps ou tête. Feinter Ouais, le mais jab au corps ou à la tête. Costa, il Et... est resté sur la même chose et essayer Ouais, de te mettre un check hook, tu vois. ouais, Ah. Donc, non, très très beau combat. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. ouais. Par Beaucoup. contre, pour la suite, il y a un truc que j'aime pas trop, que je Ah, vois pas mal sur X, c'est les gens qui demandent Imavov contre Costa. Les gars, Costa, il a 1-4. Imavov, il bat Costa. Costa, il a 1-5. Ça va être ça le narratif après. Non, oui, ouais, Costa, c'est c'est un deux name value. au-dessus, quoi. Mais non, j'aime pas trop quand t'es sur quand t'es sur une victoire, aller prendre quelqu'un qui vient de perdre, mais alors quelqu'un qui est sur Non. un 1-3, dont la victoire est contre un Luke Rockhold en fin de carrière. Mm, mm, mm. Non, 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 il y a des meilleurs noms à prendre pour Imavov. Ouais, ouais, Ça le non, ferait non, pas faut voir avancer. plus haut, Ça le faut ferait voir pas plus avancer. haut. Ouais, clairement. Non, non, clairement, faut voir plus haut, hein. Mm, mm, Et mm. Pour la ok. suite, Ouais, pour par la contre, suite de pour la suite, Whittaker, du ouais, coup, tu dirais quoi? je sais pas. Je sais pas du tout. Beaucoup d'options, mais le Ouais, truc c'est que Whittaker il a déjà combattu quasi tout le monde dans le top. mm, mm, mm. Euh, Rematch contre Jared Cannonier, Ouais, pourquoi pas. ça pourrait être une option. Leur premier combat était pas Vainqueur mal. Vettori Allen, peut-être. Ah, j'aime bien ça. Non, Mm, si c'est Allen, uniquement si c'est Allen. Vettori Whittaker c'était mm. encore Ouais, assez récent. On a vu ouais, ce que c'était ça pas non donnait. plus. Ouais, ouais, On, c'est vrai. je vois pas comment Vettori pourrait nous donner l'impression qu'il est capable de gagner ce Non, combat. t'as raison, t'as Alors raison. que Ouais. Jared Cannonier, il avait bon, Mm. c'est une encore c'est le même type. En fait, Cannonier contre Whittaker, c'était un peu Whittaker contre Costa ici. Tu vois un Whittaker meilleur, mais il y a un moment où Cannonier a quand même pu accélérer et montrer qu'il était capable d'inquiéter. Mm, Et mm, je trouve que Cannonier a vraiment passé un coin dans sa carrière. Il y a un renouveau dans son jeu, surtout après sa performance contre Vettori. Donc, moi, j'aime bien l'idée du rematch. J'aime bien l'idée du rematch parce que c'est bloqué en haut. Qu'est-ce qu'on avait? Yann Gary contre Jeff Neal. On va peut-être passer très rapidement dessus. mm. Je Mhm. trouve que c'était une contre-performance des deux, moi, personnellement. Ah, Euh, même de Geoff Neal, tu trouves que c'est une contre-performance? mais On l'attendait pas, on non, s'attendait. c'est vrai que c'était plus serré que ce à quoi on s'attendait. Mhm. Mais c'est notamment parce que c'est une contre-performance de Yann Gary. C'est pas parce que c'est Ouais. une belle performance de Jeff Neal. Je trouve que c'est pas parce que Jeff Neal a fait quelque chose de particulièrement bien que le combat était plus serré que ce à quoi on s'attendait. C'est plus parce que Yann Gary était trop attentiste que ça a permis à Jeff Neal de Mhm. trouver ses ouvertures. Et moi, ce qu'il a drastiquement manqué à Jeff Neal, c'était le cadrage, quoi. Un Jeff Neal dans ce combat avec un meilleur cadrage, ça aurait bien fonctionné. Ah oui, oui, oui. Ça Ouais, aurait vraiment c'était changé tout. Ouais. meilleur cadrage et puis les frappes au clinch, quoi. Enfin, Ouais. sortie de clinch, même au clinch, il y a pas de genou, il n'y a pas de tentative de coude. Enfin, aux yeux des juges, c'est compliqué, tu vois. Ça demande pas un gros effort, quoi. Tu prends ton clinch, tu mets une frappe, ton clinch, il a de la valeur. Tu mets rien, ça n'a pas de valeur. Bah, Moi, je t'avoue ouais. que, ouais, de l'autre côté, comment il s'appelle, Yann Gary. pour Yann Gary, c'est entre guillemets une contre-performance, mais c'est aussi un ajustement, un respect de la puissance de frappe de son adversaire. Mhm. Et peut-être que, bah, voilà, tu vois, son prochain combat, il arrivera à trouver un juste milieu entre être un peu trop attentiste, parce que sa défense, elle était là, hein. Sa Ouais. main, elle était bien relevée à chaque fois. Et peut-être que la prochaine fois, il va trouver un juste milieu, tu vois. Bah, c'est marrant parce que j'y pensais, je voulais justement reparler de ce curseur confiance-peur. Tu vois, et Mhm. tu dois trouver trop confiance c'est mauvais, trop de peur c'est mauvais, et il faut trouver, enfin, il faut mettre ton curseur au bon endroit dans chaque Mhm. combat. Et on avait parlé dans notre preview que Yann Gary, il est arrivé à l'UFC avec un peu trop de confiance. Il Ouais. pensait qu'il était intouchable. Il s'est fait connecter dans ses premiers combats. Mhm.
Et puis, sur ces 2 derniers combats contre Daniel Rodriguez et contre Neil Magny, on avait trouvé qu'il avait trouvé le bon juste milieu. Il était vraiment avec suffisamment de confiance que pour imposer son jeu, mais la petite pincée de peur qui lui permet d'avoir une conscience du risque. Et ici, j'ai l'impression que son curseur était un tout petit peu trop du côté peur, donc il n'a pas osé vraiment sortir son jeu. Et ça l'a rendu un peu attentiste, ce qui a permis à Jeff Neal d'avoir vraiment 2 premiers rounds très, très, très serrés. Donc, il y a des gens qui se plaignent des décisions, et moi, en fait, je trouve que ça reflète parfaitement le combat, parce que 29-28 pour Jeff Neal, il y a un argument. 29-28 pour Gary, il y a un argument. Et même le 30-27 pour Gary, il y a un argument. Parce qu'en fait, le 1-2, c'est très serré, et le 3, c'est clairement à l'avantage de Ian Gary. Donc, les 3 juges donnent le 3, Ian Gary. Et puis, sur les 2 premiers rounds, c'est des splits, c'est 2 splits. Tu vois, tu nous avais expliqué, j'adore cette vision que tu nous avais donnée, c'est chaque juge a un angle, et en fait c'est ça qui permet de refléter round par round la réalité. Le round 1 c'est une split, c'était très serré, à l'avantage donc le round 1 c'est une split à l'avantage je sais pas, peu importe en fait, de Jeff Neal, à l'avantage de Jeff Neal, ouais, c'est ça. Le 2 c'est une split à l'avantage de Ian Gary, et le 3 c'est unanime à l'avantage de Ian Gary. Ça nous donne une split pour Ian Gary, 29-28, 28-29, 30-27. Et je trouve que ça reflète correctement le bien. combat. Et il nous manque un angle qui est absolument pas pris en compte, c'est le nôtre, c'est de la télévision. Gardez, et pour moi, c'était 29-28, et moi, c'est 29-28 Gary, mon angle. Ouais. Avec le premier pour Jeff Neal et 2-3 pour Gary. Ouais. Moi, je trouvais ça difficile à juger, donc j'étais pas surpris de la décision. Je peux comprendre. Alors, dans la quasi-totalité des observateurs ont vu un 29-28 pour Gary. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de spectateurs, peut-être parce que pas mal n'aiment pas trop Ian Gary. Ils voyaient Neal l'emporter, prendre le premier et le deuxième round. Ouais. Et ce que je peux comprendre aussi, c'est que Ian Gary, il n'a pas montré non plus de réelle volonté non. offensive en soi. Mais en fait, c'est typiquement ça. Celui qui perd ce combat ne peut pas râler parce que l'un comme l'autre n'a pas vraiment déclenché pour absolument chercher cette victoire. C'était Neal un peu plus quand même. Hein. Neal un peu plus, sur plus. L'attitude, sur sa manière, son attitude, un peu plus, mais c'est pas suffisant. C'est ça. En gros, quand tu regardes, il y a que 2 médias qui donnent Neal gagnant, tous les autres médias donnent Gary. Même 3 médias avec le 30-27, ça reflète ce qu'ont dit les juges. Et quand tu regardes chez les fans, j'ai pas regardé ça. Mais par contre, les fans, il faut pas regarder parce que là, clairement, les émotions sont dedans, quoi, tu vois. Et alors, les fans? T'as 78%, donc 78% qui donnent le round 1 à Neal et 63% donnent le round 2 à Neal. Mais je pense que voilà, les fans qui vont voter sur MMA Decisions, ils sont ultra. On l'a dit, plus personne n'aime Ian Gary, dommage pour lui. Et voilà, ça se reflète quand tu vois tous les médias qui sont d'accord sur la victoire de Ian Gary, mais les fans pas. Tu sens quand même que les médias veulent garder leur crédibilité versus les fans qui votent un peu plus avec des émotions. Et clairement, quand tu as des rounds serrés comme ça et que tu en détestes un et que l'autre t'es neutre ou que tu l'aimes bien, forcément tu vas être biaisé. Mais pour la suite, moi du côté de Ian Gary, ça va paraître c'est intéressant parce qu'il fait un call-out de Colby Covington. Moi sur ces pas bête en soi, pas bête, mais encore une fois cette performance me donne envie de le voir prendre sa carrière à son aise parce qu'il est encore très jeune et je me demande si ce serait pas intéressant pour lui d'attendre le résultat de Holland contre Michael Venom Page et call-out le vainqueur. Ouais, hein. Pour le point de vue marketing, ça peut être intéressant. C'est un combat dans lequel il devrait être favori, peu importe le. Je pense que marketing, il n'y a plus réellement besoin. Je pense que là, moi personnellement, je pense qu'il doit se concentrer sur. Là, il rentre dans le top 10. Hein. Ah oui, clairement. Oui. Il rentre dans le top 10. Il était 10e. Là, il bat le 8e. Pour moi, il rentre dans le top 10. Steven Thompson, tu te demandes pourquoi il est encore là. C'est vraiment un truc. Ouais. Et de toute façon, ce combat, il m'intéresse pas parce que ça va trop se regarder. Il y aura pas assez de volume, pas assez de. Covington, c'est intéressant. Clairement, c'est sûrement le combat le plus accessible entre Burns, Covington et Brady, tu vois, au-dessus. Hein. Ouais. Luque, ça aurait été bien aussi. Luque, c'était prévu en plus de base, donc Moi, le combat que j'aimerais vraiment bien, c'est JDM. Ouais. Clair. J'avais déjà tweet là-dessus, mais je pense après la victoire de Ian Gary contre
Neil Magny, je pense que j'avais dit, ouais, il faut que ce combat arrive, quoi. Il faut qu'on ait ce Ouais, combat. ouais. Bon, il faut qu'il passe. C'est Burns, hein, il est programmé contre Burns, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. Faut qu'il le passe, ça va être une autre paire de manches, tu vois. Mais Mhm. ça, c'est vraiment. Ça arrivera, c'est obligé, ça arrivera ce combat-là. Ça, on va se régaler, hein. Ouais. Mais Covington, pourquoi pas au final? Quand tu regardes un peu le classement, gros name Ouais. value. Covington a insulté Leila, donc voilà, il y a la petite histoire. Et puis t'as ce truc où l'UFC sait très bien, l'UFC va pas communiquer là-dessus, mais ils savent très bien que les médias, les fans vont faire un peu genre le titre Ouais, de l'homme le plus détesté, tu vois, c'est le combat entre les deux mecs les plus détestés, et les gens vont regarder, tu vois. c'est possible, c'est possible. Donc ouais, c'est même à ce niveau-là, hors sportif, t'as un argument marketing. Ok, Ouais. ce combat-là, je veux absolument qu'on en discute. Merab contre Cerudo. Ouais, j'écris pas mal de choses dessus. Ah, bah vas-y, je te laisse ouvrir, je te laisse ouvrir. Oh, non, vas-y, parce que j'écris des choses, mais je sais pas trop par où démarrer, tu vois. Ok, bah moi je vais plutôt faire sur un résumé du combat. Je trouve que Cerudo est venu avec une bonne approche Mhm, sur la gestion de la distance. Voilà, il arrivait avec son approche. Je gère à la distance karaté. Donc si je mhm. veux le toucher, je dois faire un pas vers l'avant. Si lui veut me toucher, il doit faire un pas vers l'avant. Ce qui est très intéressant évidemment parce que distance fois temps, ça te donne un temps de réaction, évidemment. Mhm. Distance à couvrir, ça te donne un temps de réaction. Donc, si Merab veut shooter sur moi, il va shooter de loin, ce qui va me permettre de déjà mettre en place mon système défensif en lutte et voir si j'arrive à défendre ça correctement. Donc, approche intéressante du côté de Cerudo. Et Merab est juste excellent, quoi. Il va shooter de loin, il prend une single leg, il crochette la jambe et première tentative de takedown, il a réussi. Alors que justement, on en avait parlé, le style de Merab, c'est shooter, 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 y aller à l'usure. Et là, Mhm. contre Cerudo, l'ancien Il médaillé d'or des Jeux fait Olympiques, 100% de takedown. premier shoot, il réussit. Moi, j'ai halluciné. Et alors, deuxième partie où j'hallucine, 10 secondes plus tard, Cerudo qui se relève. Pas mal, tu vois. Je me dis, ok, un lutteur sur son dos qui se relève comme ça directement, c'est beau. Ouais, ça Après, c'est c'est lutteur contre logique. lutteur. Ouais, c'est logique, mais je trouvais ça quand même beau, tu vois. Voilà, ça rajoutait un peu de piment au combat dès le premier round où tu dis, ok, ça a amené au sol, mais il s'est relevé, mais il a réussi du premier coup, donc il va peut-être faire un 2 sur 2. Mhm. Et puis au final, ben, je crois que je vais pas dire la préparation, mais Merab, c'est vraiment une machine. C'est vraiment une machine. En fait, dès le moment où tes jambes sont 20% moins fonctionnelles qu'en début de combat, donc Ouais, tu commences ton combat avec 100% d'énergie dans tes jambes, dès que c'est en dessous de 80%, ton combat est fini contre Merab. Dès que tes mouvements sont un tout petit peu plus lents, il va faire ses entrées et lui, il est toujours à 100%. En fait, t'as l'impression que son ah ouais, gas ouais, tank, ouais. il descend pas. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de fatigue chez lui qui s'installe et rouleau compresseur à partir du Mm. deuxième. Les amenées au sol sont splendides, toutes, que ce soit Non, mais celle avec un c'était. Ah ouais. fauchage, un crochetage, Mm, mm, tout mm. était splendide de chez splendide. Et c'est Rudo qui continue à fatiguer. Je pense que mentalement, c'est compliqué. Toi, tu fatigues, tu fatigues, tu fatigues, et t'as un mec sur toi qui fatigue pas. Ouais, ouais, je suis d'accord. J'étais moins impressionné. Je trouve que Merab, bon, son cardio bouge pas, mais c'est pas le combat où il m'a le plus impressionné, tu vois. Par contre, où j'ai été déçu, c'était bah, sur le cardio de Cerudo, tu vois. ouais, moi aussi, j'avais une C'est déception plus du là, en côté fait, où de. j'étais Ouais. vraiment, vraiment surpris. Comme tu l'as dit, premier round, j'ai trouvé très, très bon, bonne distance. Il utilisait ses calf kicks, il faisait mal. Mhm, Sortie de clinch, il touche, il met un knockdown, tu vois. mhm, T'es là, tu fais wow, wow, ça part plutôt bien. Sa distance karaté est vraiment à l'aise. Deuxième round, pour moi, il avait plus de jus, quoi. Et ouais. il avait plus de jus et il a abandonné les calf kicks, il a abandonné sa garde karaté et sa patience. Il cherchait à boxer, donc il était plus du tout à la même distance. Il se faisait attraper la jambe. Sur, sur sa défense de takedown, il se relève derrière, tu vois. Donc c'est compliqué, même pour un lutteur, quand tu es dans une garde de karaté, de pouvoir défendre les amener au sol directement, tu vois. Ouais. C'est normal, hein, t'es pas en position de lutte. Et par contre, ouais, j'étais vraiment déçu sur la fatigue, où je trouvais que plus le combat avançait, plus sa technique se détériorait. Ouais. Quand il frappait, enfin, il essayait de toucher alors que c'était pas à distance, tu vois. Donc là, on est vraiment sur des gros, gros états de fatigue. Et, et j'étais aussi déçu au niveau du clinch. Il a cherché quasi que, dès qu'il était au clinch, à boxer, tu vois.
Ouais, il n'y avait pas de genou qui sortait. Pas de genoux qui sortaient. À un moment, c'est passé, il a mis quelques genoux. Je me suis dit, ah, voilà, là, ça C'est semble être encore dans le premier, ça, hein, il me semble. C'était début peut-être. deuxième, je sais Oh, je plus. sais plus du tout. Mais pour moi, ça a été la chute libre du cardio de Cerudo, plus que la différence, tu vois. J'ai Ouais. pas trouvé qu'il y a eu un gros volume de jeu comparé. Pour moi, Merab, il a eu c'était tranquille, quoi, au niveau du cardio. Il a même pas passé Ah la non, mais troisième, tu vois. c'était pas du tout l'intensité qu'il avait contre Peter Yan qui Ben était sur ouais, 5 ouais, rounds. ouais, c'est ça, Pas hein, du... c'est Mais il n'a ça. pas eu besoin aussi. Mais il Alors a que pas contre eu Peter Yan, besoin. il Mais devait garder cette c'est intensité. Mais c'est pour ça que j'étais très déçu de Cerudo. Je me dis, attends, Ouais. t'as vu l'intensité qu'il est capable de mettre, tu crames au bout d'un round sur une intensité qui est. Alors que Cerudo, il est quand même capable de faire 5 rounds à des grosses intensités, il les a fait, tu vois. Bah, c'est la réflexion que je me suis faite. C'est vrai que pendant la fin du deuxième round, je suis en train de me dire, ben en fait, t'avais sorti un beau combat en 5 rounds contre Sterling avec une intensité assez soutenue. Là, tu dois te préparer pour Merab avec un Sur Merab 3 sur 3 rounds. rounds, donc tu sais qu'il va venir avec une grosse Et tu intensité. sors pas de retraite, quoi, hein. Ouais, et tu sors pas de retraite, donc t'as plus vraiment l'excuse de j'étais lourd, etc., etc. Mhm. Et effectivement, là, il y a une grosse déception à avoir parce qu'en plus, tu te dis, bah, s'il avait plus d'énergie, il aurait pu potentiellement faire ce qu'il a fait dans le premier round, dans le deuxième, et avoir un Mhm. 29-28 à son avantage. Donc, sur les codes enfin, tu vois, sur nos paris, je trouve qu'on a été bon. On a vu que le combat allait à la décision, et on a pris le risque sur Cerudo, et c'est justifié. Enfin, tu vois, le combat nous le justifie techniquement. Cerudo avait quelque chose à faire, Ouais. et Mais par contre, voilà. physiquement, physiologiquement, Mhm. je pense que, comme certains le disent, tu vois, il y a un moment donné, la motivation, euh, la, la, la dalle, tu vois, la dalle de gagner. Quand, tu vois, quand tu prends un confort, tu as été champion, c'est bon, tu es bien installé, tu as ta petite maison, tranquille. Oh, je fais un combat, ça paye les factures. De l'autre côté, il n'est pas là pour payer les factures, il est là pour être champion, tu vois. C'est clair, Le c'est clair. confort, Surtout Merab. Mérable, le confort, c'est secondaire pour le moment, tu vois. C'est complètement secondaire, quoi. Quel confort! Il va encore grimper à des arbres, faire un plongeon Mais dans un non, lac gelé. Enfin, ouais. mais c'est une réalité, c'est une réalité. Si vous faites de la compétition à haut niveau, prenez pas l'habitude du confort. Non. Prenez pas l'habitude du confort parce que vous levez, allez vous entraîner et vous faire arracher la tronche. Parce que c'est ça, hein, pour progresser, tu peux pas être dans un confort. Tu peux pas. Tu peux Mais pas. c'est peut-être un Et débat pour un autre podcast, mais j'avais déjà ouais. eu ce débat avec un crossfitter, tu vois, en disant qu'il y avait beaucoup de champions de crossfit qui euh, étaient pas dans les meilleures salles et devaient vraiment se casser la tête pour s'entraîner, etc., etc. Et j'avais dit, c'est peut-être le fait de tous les jours devoir te casser la tête plus que tes compétiteurs qui te donne vraiment cette mentalité de champion. Alors que si tu vas dans la salle avec toutes les infrastructures, le coach qui a fait ton Hmm. programme de la journée, et que toi tu viens et tu dois juste t'entraîner, alors je suis pas en train de négliger, hein, tu fais du crossfit à haut niveau, bah, juste t'entraîner c'est déjà une énorme performance, mais comparativement à celui qui s'entraîne comme toi, mais qui en plus doit galérer pour avoir accès Hmm. aux connaissances, au matériel, etc., etc., même avec la météo peut-être plus compliqué pour certains, bah ouais, ça te donne une mentalité différente. Ça travaille Ah ouais, on ouais. en avait parlé en off, ça te travaille le mid-angular cortex. Ah, peut-être, je me rappelle On plus, en mais ouais, avait, ouais. tu m'avais dit que tu avais lu un livre là-dessus et on avait cherché la traduction en française, mais je l'ai oublié maintenant. Et moi, Ouais, j'avais dit que ouais. j'avais appris ça via un podcast avec David Goggins, là, qu'il y a Hmm, hmm, hmm. une partie Ah du oui, cerveau oui, oui. qui grossit sur base du challenge que tu te mets au jour le jour et que Ouais, le je me jour où rappelle. tu arrêtes, ça diminue comme un muscle en fait. Et enfin, a priori, ça pourrait être ça. Bon, bref, Hmm. digression. Vas-y, Digression. termine sur ce combat. Pour terminer, bah, je t'avoue quand même que je suis très content de la victoire de Merab, parce Ouais. que au-delà, hein, d'être fan de technique, de stratégie et tout, moi j'ai toujours dit, je suis toujours très content de voir celui qui en veut le plus qui gagne, tu Voilà. vois. Mhm. Et Merab, c'est celui qui en veut le plus, c'est celui qui mérite. Clairement, le premier round pouvait nous faire dire, ouais, techniquement, un Cerudo qui en peut-être 5-10 ans en arrière, qu'on aurait vraiment voulu, tu vois, ça aurait été différent. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je suis très content de sa victoire et j'ai vraiment hâte pour la suite. Parce qu'on va Oh voir oui. des belles Oh choses oui, oui. qui Parce que vont arriver. Dana White a garanti le title shot. Bon, on sait, hein, Dana White, il Ouais, garantit. Et ouais. puis, hein. Mais bon, voilà, on va s'en tenir à ça. 10 victoires d'affilée. Aldo, Peterian, Cerudo, champion, champion, champion d'affilée. Euh, Sportivement, Merab, il a l'argument. Il a the Ouais. argument. Oula, j'aurais pas dû faire ça. Mm, mm.
Je préfère largement le voir contre Sean O'Malley que contre Vera. Oh bah pourquoi ouais, je mets même pas Vera dans l'équation, moi, en fait, j'avoue. Moi c'est je suite c'est soit Sean O'Malley, soit Cory Sandhagen. Ils se Ah sont oui, pas oui, affrontés. Ils se sont pas encore mais affrontés, non, hein. non, 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 mais bon, c'est le title shot. Donc le title shot qui il se joue à l'UFC Ouais, 299, c'est entre Vera et je, Sean je- O'Malley, donc il va prendre non, le mais faut vainqueur. pas Mais je regarder suis d'accord ça, avec faut pas toi. regarder ça. Je suis d'accord avec toi. L'UFC, C'est deux combats que je veux absolument voir, c'est contre Sean oui. O'Malley et contre Cory Sandhagen. Et puis contre Umar Nurmagomedov, s'il monte jusque-là, ce sera aussi Ah, très très beau faut aussi. rester honnête. Le title shot promis, c'est il faut que toutes les étoiles soient alignées. Et comme c'est pas non plus une superstar, Merab, ce qui peut se passer, c'est Sean O'Malley l'emporte, il demande une belle, tu vois. Ok, on a un, on organise, tu vois, un troisième où il va Ah, choisir, monter et tout. Il peut bloquer. Sean O'Malley peut bloquer. Donc hmm, il ouais. pourrait bloquer, tu vois. Donc moi derrière, je préférais avoir Corey Sandhagen, tu vois. Ouais. Oui, donc clairement, Sandhagen contre Merab, c'est une pépite aussi. Ouais, Sandhagen ouais. contre O'Malley, c'est une pépite. O'Malley contre Merab, ça fait plaisir. Umar Nurmagomedov qui va monter dans le classement, ça va faire plaisir. Et Vera, par cette division est contre, incroyable. t'en as pas parlé, mais Vera, ça te plairait pas trop. Bah, en fait, Vera, je vois ça S'il vraiment limite. l'emporte. Mais bah, s'il l'emporte avec la manière, ça peut me faire changer d'avis. Mais tel qu'on est là, je vois ce combat comme Mm, un mm, mm. 75-25, tu vois. Ouais, ouais. Mais je suis Euh, d'accord, je suis d'accord. Vera, c'est peut-être le. Même s'il devient champion, c'est le combat qui m'intéresserait le moins, tu vois. clairement, Et si tous les deux, ça nous intéresse pas, je suis même pas sûr qu'au niveau des fans. non. Et donc, bah, tu vois, ça peut sous-entendre que l'UFC dise on t'a promis quoi déjà, Merab? Non, bon, attends, attends, on va mettre autre chose. En même Tu vois, temps, Vera, tu le mettrais contre. Enfin, tu vois. Ouais, Sandhagen, le rematch en disant ouais, maintenant Vera est champion, Sandhagen l'avait rongé. ouais, tu Bon. vois. Et c'est vrai qu'on n'avait Bref. même pas parlé Sean O'Malley contre Ilia Topuria, parce que tu disais un Sean O'Malley qui veut monter, bah, là maintenant ce serait contre Ilia Topuria, tu vois, s'il monte. Donc à mon avis, O'Malley, il va. Ah, Bon. t'es O'Malley, tu bats Vera. Mais Rab, Ilia Topuria. Ouh. Choisis Choisis ton ton poison, poison. c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est chaud. C'est Ouais, chaud. non. La retraite anticipée, mec. Ouais, il va Non, regarder non, en dessous, il non. va choisir. Vas-y. Ouais. Hmm. Ok, on passe au dernier de la carte principale, Roman Kopilov contre Anthony Hernandez. Sympa, hein, franchement sympa. Moi, j'ai Très... premier round légèrement déçu sur le premier round par Anthony Hernandez, juste sur un élément, c'est qu'il précipitait ses entrées en lutte et face à quelqu'un qui a un très bon timing, ça aurait pu vraiment lui coûter la victoire. Maintenant, je Mhm. comprends pourquoi il précipite, c'est parce que clairement le pied-point de Kopilov, on voit que c'est du Ça pique. solide là. Les quelques middle qu'il a envoyés, j'aimerais pas les encaisser. Ça fait un peu penser, ah ben tu regarderas le combat après, mais les Moss contre Mhm. Mackenzie, là, les middle dans le premier round. Ah. Et puis ouais, voilà, à partir d'un moment, ben, la fatigue commence à s'installer chez Kopilov. C'est le style de Hernandez, c'est de t'avoir à l'usure, l'amener au sol, le riding, l'étranglement. Ouais, non. Parfait. Ouais, Magnifique. super. Super. Pareil, déçu de la. Alors, c'est pas le timing hein, pour moi où j'étais déçu, c'était vraiment la lutte de d'Hernandez. J'ai trouvé. On était sur une garde ouverte, tu vois, et tu peux pas lutter de la même manière en garde ouverte qu'en garde fermée, tu vois. Et Mhm. donc, ces entrées. Alors, tu es en garde ouverte, la plupart du temps, tu vas chercher la single leg parce que c'est la jambe la plus accessible. Tu vois, Mhm. tu descends, single leg, et puis après, tu peux tirer, prendre la double. Là, il rentrait en garde ouverte sur la double leg. Ça veut dire que il est droitier, hein. Son bras droit doit aller chercher la jambe arrière de Kopilov. Ça te fait un triangle immense sur lequel tu peux défendre. C'est extrêmement compliqué. Et donc, pour combler ça, normalement, tu dois changer de garde. Tu dois te Mhm. remettre en garde fermée pour prendre le double leg sur un gaucher. Et là, sur ces entrées, bah, c'était pas bon, tu vois. C'était pas des entrées de lutte adaptées, quoi. Donc, Ouais. c'était même pas sur le timing, c'était même sur la technique. Ouais. Euh, Le choix de la technique. Parce que la technique techniquement, il est bon, mais le choix de technique était pas bon. Bah, le choix technique était pas bon. Non, le Voilà. choix technique était pas bon. Kopylov, par contre, se déplaçait aussi très bien. On l'a Mhm. vu, hein, dès qu'il se faisait cadrer, il sortait, donc ça devenait difficile de pouvoir shooter. Mais en tout cas, sur son choix technique, moi, j'ai trouvé que c'était un peu problématique. À la cage, ça a été très compliqué. À un moment, je crois qu'au final, la situation, c'est sur un middle où Kopylov tombe et il y a une tentative.
de prise de dos qui défend bien. Et il finit par l'avoir avec un classique double leg, tu vois, où tu viens crocheter tes mains ensemble derrière et tirer. Ça, il l'a bien, quoi. Ouais. Donc au final, peut-être que on verra pour la suite, mais peut-être qu'il devra juste chercher que à cadrer en anglaise, bloquer à la cage, mettre au sol, plutôt qu'essayer d'obtenir un takedown à l'ouvert, parce que plus il va monter de niveau, plus ça va être compliqué, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, C'est, oui, clairement. Clairement. Par mais contre, après, ouais. ah ouais, après, une fois qu'il a mis au sol, c'est... Ouais. Et cette division-là, on en parle depuis un petit temps. Bah, évidemment, il y a eu 3 main events en middleweight de suite. Maintenant, il y a ce combat-là. Ça bouge Mhm. dans le top 15 dans tous les sens. Euh, les grappleurs en middleweight, j'ai fait un tweet Ouais, j'ai vu, dessus. ouais. Mais il faut que je reprenne la liste. Mais ils sont tous en dehors du top 5 pour le moment, mais ils sont tous en voie de monter. Et j'ai cité que ceux qui sont dans le top 15 parce qu'il y a Nicolas Haute qui m'a bien repris en disant, en plus de ça, en dehors du top 15, il y a Rodolfo Vieira, il y a aussi Muniz dedans. Donc, il Mhm. y a Fluffy, Borrallo, Paul Craig, Khamzat Chimaev, Dolidze, Hermanson, je le mets dedans aussi, Brandon Allen et Ouais. Dricus Duplessis. En grappling, cette division, elle est ouf. Et c'est pas qu'il y a des manquements en pied-point, parce qu'on a Adesanya, on a Whittaker, on a Nassourdine. Honnêtement, la division Non, middleweight, ça fait déjà quelques temps qu'on en discute. ouais, hein. Et là, Ah il va ouais, ouais, encore ouais. monter, hein, Anthony Hernandez, alors, hein. Ah Il ouais, ouais, devrait... ouais. Bah là, il va passer, à mon avis, il va passer Paul Craig. À mon avis, il va passer juste derrière Khamzat, Il va parce que être... Khamzat, il va garder son 11 pour le point de vue marketing de son prochain combat. Et Bon, Anthony Hernandez va passer Paul Craig, à mon avis. il va garder son 11, c'est pas l'UFC qui décide, ça, hein. Il a perdu 2 places, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il a C'est vrai perdu peut-être deux que l'UFC places, est en hein. train de vouloir lui mettre la pression. De, vas-y, il faut que tu acceptes un Ah, combat, etc., etc. Et du coup, il le ferait peut-être descendre. Et dans ce cas-là, Anthony Hernandez, non, je le mets pas devant Hermanson. Donc, ben il bah pourrait ouais, se faire en sanctionner 11. en Ouais. 11. Ouais, non, je le mettrais en 12 personnellement, hein. Et alors, Je le mettrais... Borrallo gagne son prochain combat, Hernandez contre Borrallo, quoi. Please. Ouais, ouais, ouais. Non, Ouais. il y a de quoi faire, hein, dans De, cette caté, franchement. de Pour moi, dingue. en plus, c'est vraiment une caté, moi, personnellement, qui m'a jamais trop attiré, tu vois. Ah ouais, Et... pourtant, moi je trouve que il y a beaucoup de combats exceptionnels chez les middleweight, historiquement, tu vois. C'est Ouais, Luke Rockhold, Weidman, le run de Weidman qui a offert beaucoup de beaux combats. Anderson Silva, évidemment, ben, ça c'était pas des beaux combats, c'était des belles performances de sa part. non, des combattants, bien sûr, mais une Ouais. catégorie entière, tu vois. Ah ouais, comme ça, comme ça. Dans ce truc-là. Moi, il y a des catégories que Ouais. je suis. Bon, voilà, les catégories légères, mais ça, c'est parce que je suis léger aussi, tu vois. Mais j'ai Mhm. toujours suivi les 61, les 66, les lightweight, mais alors les middleweight, Mais middleweight n'a jamais été une catégorie connue pour sa profondeur de talent. Ça a toujours été connu voilà. pour un top 4 extraordinaire. Ouais. Mais là, on commence à avoir de la profondeur, et ça, Énorme, ouais, ouais, ouais. C'est chouette. c'est chouette parce que c'est une belle catégorie quand même, hein. Clairement. C'est des beaux bébés quand même. Clairement. Alors, tu m'as dit en off que tu n'avais pas encore eu le temps de regarder les prelims. Alors, avant qu'on nous insulte, hein, moi aussi, hein, je ne regarde pas toujours les prelims. Euh, on est, non, On mais peut c'est se faire vrai. insulter si on regarde pas tous les combats, les gars, je fais Mais que ouais, non, ça, non, moi. mais ouais, bien sûr. Les gars, Je on suis, est ren- parents, je suis, on ren- travaille tous les deux. Enfin, on va pas se trouver je suis d'excuses. On est fans je suis du parti. sport, mais Ouais, ouais. Je suis rentré à minuit d'un événement, là. J'ai vu des combats toute la soirée, coaché des combats, organisé, non, mais revoir les combats. le truc, c'est que tout le monde va toujours trouver quelque chose pour te critiquer. Non, mais c'est vrai. Regardez, j'ai regardé aussi les résultats, parce qu'il y avait combien d'événements en France, là? 3 4 Oh waouh, événements. ouais, ouais, putain. Ouais. C'était les Belges qui ont assuré aussi à Lille, là, c'était chouette. Et non, mais attendez, on s'en sort plus, hein, il y a trop de choses à voir. Mais donc voilà, je vais quand même, du coup, je vais te dire, vas-y, Ouais, mets une priorité sur ça. Alors ça va. clairement, moi, mon fight of the night, c'est pas celui qui a été donné, mais je comprends totalement. Donc le Ouais. fight of the night, c'est Amanda Lemos contre Mackenzie Dern, et je suis très content parce que le Ah MMA ouais. féminin est constamment critiqué. Il y a jamais de beaux combats, il Ah y a ouais. jamais ci, il y a jamais ça. Honnêtement, c'est non seulement un beau combat pour la violence, mais c'est vraiment techniquement très intéressant. Et j'aime bien parce qu'en plus c'est une opposition de style. Donc pour tous ceux qui commencent à suivre Mhm. le MMA maintenant pour Baki Doumbé, etc. Si on a un combat comme ça, c'est stylé parce que euh,
tu vois, tu as opposition de Strikeuse. style et tu as le striker qui va dominer en striking et finir comme ça, comme Doumbé Zebo. Tu as Ouais. le grappleur qui va s'imposer complètement contre le striker. Et puis de temps en temps, tu as des combats comme ça entre Lemos et Mackenzie Dern où tu vois une Lemos qui est impressionnante dans son grappling. Et tu vois une Mackenzie Dern qui a pu ennuyer Lemos debout aussi Ah dans la troisième ouais. reprise. Franchement, Ah très vas-y, je vais très beau regarder. combat. Ouais. Très chouette. Ça va, tu me l'as vendu alors que moi je regarde pas trop hein, les combats de Voilà. Et MMA, ben là, mais là tu celui-là, me l'as vendu. vraiment, vraiment. Ça va. Et alors, Nakamura contre Vera. Je te dis rien, va voir. Je sais que toi, tu vas absolument kiffer ce combat et je sais que nombreuses sont les personnes qui ont absolument kiffé ce combat. Et Nakamura, tu connaissais d'avant? Ouais, ouais, je connaissais d'avant. Je crois que j'avais commenté son dernier combat. Ouais, j'avais commenté son dernier combat. Ah, Un oui, lutteur. c'est un ancien lutteur. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Non, franchement, va voir, va voir. Je vais Parce regarder ça. que et Vera très intéressant. Il s'entraîne chez Ryan Hall, ça se ressent direct. Et c'est le striking coach, c'est le coach de striking Ah chez oui? Ryan Hall. Donc il a un profil très intéressant. On le connaît pas évidemment parce que c'était ses débuts à l'UFC en short notice. Il nous a fait un peu une Diego Lopez contre Mozart Evloev. Tu vois, il vient, Excellent, ouais. on l'attend pas du tout au tournant et combat magnifique. Alors il faut que tu vois juste le KO de Zhang, très propre, très très propre. Et, euh, et voilà. Ouais, ces trois-là, enfin surtout les deux premiers que je t'ai cités, ça sort du lot. Il faut absolument aller voir. Absolument, absolument. Ok, Tu vas ça va, kiffer. ça va. Et l'anglais enfin l'anglais Auban Elliott, c'était J'ai bien pas ou encore pas? été voir, comme Ah, j'ai ça pas non va. plus encore Je tout vais regarder regardé. En ça tout cas, ils aussi. m'ont fait rire. Je sais pas si les gens ont vu ça, mais je sais pas si t'as vu. Genre, Donc, ils sont trompés de. non, non, bah, c'est du fake, mec, c'est Oui, du bien fake. sûr. Richard Shore, il m'a fait trop rire, que c'est vraiment trop l'humour. Là, c'est en l'occurrence l'humour gallois, quoi. C'est l'humour britannique, quoi. Ils font croire, et t'as vraiment des médias qui ont repris ça dans leur news. Ça a fait Non, il y a un média, ça a fait 1,5 million de vues, je mais pense. non. Parce qu'ils ont dit, il a perdu 28 LBS en 2 heures et tout. Et tu regardes les réponses de Richard Shore, ouais, c'était plus facile que prévu. On avait encore du temps pour le faire et tout. C'était n'importe quoi. Les gens qui ont Ouais, cru j'ai à ça. vu. En gros, il a fait croire comme ça qu'il s'était trompé de catégorie, C'est ça qu'il qu'ils devait pensaient que c'était combattre. middleweight et que à 2 heures de la pesée, ils se sont rendu compte que c'était welterweight et comme s'il partait en plus de très, enfin genre il partait 5 kilos au-dessus de middleweight et comme s'il avait perdu les 5 kilos des middleweight plus Ouais. la différence des 7 kilos supplémentaires. Tu vois, des Excellent, choses excellent. comme ça en 2 heures. Et en plus, t'as vraiment des mecs qui ont commenté genre ah, pour vos débuts à l'UFC, franchement, erreur de débutant, je sais pas qui c'est son manager, mais il faut le virer et tout. Et Richard Scher, il répondait au troll, mais vraiment avec un humour très très. Ah, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Ça, c'était. Auban Elliott, il est marrant ce mec. Franchement, c'est un drôle. Il était à 1-0, il faisait des call-outs à Donovan au Cage Warrior, ça me faisait trop. Enfin, il faisait rire. Tu vois, il nous envoyait des messages en privé. Tu sais, genre pour dire c'est pas un manque de respect. Tu vois. Donc, en plus, tu vois, il t'envoyait un message en privé en disant c'est pas un manque de respect, mais je vais tweeter sur toi. Tu vois. Et après, il faisait du trash talk en disant Donovan, Ouais, c'est marrant. c'est un C'est chouette. un chouette. Franchement, chouette mentalité. Donc voilà, voilà, on a fait Top. largement le tour. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Ah, abonnez-vous. J'ai oublié. Bref, je pense que les gens auront kiffé cet épisode. Merci les Ouais, je gars. pense. En tout cas, ça fait Merci à toi. plaisir le dimanche de débriefer comme ça. Ah Et oui, oui, bah on peut en parler. C'est vrai. Dites-nous ce que vous pensez, parce qu'en fait, ce qu'on aime bien faire là maintenant, c'est il y a des débriefs à chaud. Donc là, c'était John et Aldric. Et avec Brian, on s'est dit, on sait que ça fera beaucoup moins de vues parce que les émotions seront tombées. Mais nous, on aime bien faire un récap à froid parce qu'on a le temps vraiment de revenir un peu, prendre des Ouais. notes, de re-regarder une deuxième fois si nécessaire et faire quelque chose de plus quali. C'est plus quali en fait, parce que quand on fait à chaud, comme tu l'as dit, on est fatigué. Soit on vient de se réveiller, soit on a tapé une nuit blanche. On vient de voir les actions, donc le cerveau n'a pas encore eu l'occasion de tout imbriquer ensemble. Et donc on se Ouais. disait, voilà, les récaps à froid, ça permet d'avoir quelque chose de plus structuré, de plus profond, plus détaillé. Et c'est un peu l'axe Fight Minds quand même. Donc Non, voilà, c'est dites-nous ce que sûr. vous Et en puis, pensez en commentaire. voilà, clairement. Passez un bon Merci Brian. dimanche tout le monde. Ciao, Ciao. ciao.